Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, donc ce nouveau format du Weekly Market Fundamental Analysis. Alors ici François Ablé pour ceux qui viennent de me découvrir à travers cette émission que maintenant je vais présenter dans le fil des semaines qui vont se passer. Alors c'est une émission qui est consacrée uniquement à l'actualité géopolitique, l'actualité macroéconomique, l'actualité également fondamentale sur les marchés financiers à travers les actifs que vous utilisez, la plupart d'entre vous, pour transiger sur les marchés financiers. Donc, c'est une émission qui découle de l'émission qui est le Weekly Market Analysis, puisque, comme je vous ai dit hier, j'ai scindé en deux parties pour éviter de faire de très grosses émissions. Donc, ça peut donc susciter un désintérêt si l'émission est trop longue et trop condensée. Donc, voilà pourquoi maintenant je vous propose ce nouveau format d'émission qui seront des synthèses, des résumés des actualités qui pourront faire bousculer le marché et que vous devrez prêter attention, surtout pour les traders particuliers. C'est justement pour eux que le GSTA, de par ma voix, consacre ces émissions. Alors, je vous remercie infiniment d'assister à cette émission, d'y trouver un intérêt et puis également de la partager, de la liker. Ça permet de booster les audiences et puis aussi, ça permet également de continuer, en fait, c'est ce que l'on fait, le travail que l'on fait, toujours dans le souci d'aider la plus grande communauté de traders particuliers dans le monde. Voilà. Alors, sans plus trop tarder, on va commencer maintenant avec l'avertissement lié au risque. Voilà. Donc, comme vous le savez, le trading est une activité sérieuse qui nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de responsabilité face au risque. Et tous les produits financiers que l'on utilise, notamment les CFD, les options et les produits dérivés, quoi que ce soit, doivent être traités avec vraiment beaucoup de tact, d'accord? Et comprendre, vous devez comprendre le fonctionnement des marchés, des contrats à terme, avant de prendre une position quelconque. Comme je l'ai dit souvent, l'analyse technique ne permet que d'optimiser vos points d'entrée. Par contre, l'analyse fondamentale vous donne le sens du marché. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi la raison, en fait, la raison pour laquelle nous mettons en place ces émissions, c'est pour vous aider justement à avoir une idée correcte du marché, une idée claire, pour ensuite prendre des positions sur les marchés financiers avec plus de confiance et d'aisance. Voilà. Donc, j'imagine que vous avez pris connaissance de l'activité du disclaimer, voilà, de l'avertissement lié au risque. Alors, Weekly Market Fundamental Analysis 14, mais qui découle, puisqu'il découle de la première mission du Weekly Market Analysis. Donc, lui, c'est la première édition, mais ça suit le cheminement de l'émission qui est la 14e émission que l'on a fait le lundi. Voilà. Donc, au sommaire aujourd'hui, alors, comme vous le constatez, cette semaine, au-delà de, disons, de l'actualité fondamentale et surtout de l'actualité géopolitique qui est bouillonnant, on a eu bien sûr les frappes conjointes en Syrie des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne qui ne s'est pas vraiment manifestée. L'Allemagne a soutenu ces frappes, mais n'a pas participé. D'accord. Ceux qui ont participé, c'était bien sûr la France, l'Angleterre et puis les États-Unis. L'Allemagne et le Canada sont restés plutôt en retrait, mais disons, ont donné leur voix, se sont montrés satisfaits, ont soutenu ces frappes-là. Donc, ça s'est passé ce week-end. Et moi, personnellement, j'étais un peu craintif concernant les décalages qu'on pouvait avoir en début de semaine. Donc, c'est-à-dire, on a eu des frappes, des tensions géopolitiques, des faits géopolitiques le week-end. Le lundi, moi, bon, je m'attendais bien sûr à avoir des décalages, voire des gaps inattendus, chose qui n'a pas été fait. Voilà, ça n'a pas été fait du tout. Le marché est resté intact. Et là, j'ai compris une chose. En fait, le marché, puisque on savait déjà, je ne peux pas dire on savait, mais on savait plus ou moins déjà dans les coulisses que le président américain, puisque lui, il ne se cache pas, il ne se montre pas, il montre je peux dire qu'il dévoile ses intentions à partir de Twitter. Donc, quand il fait ses tweets, tout le marché voit, en tout cas les professionnels, ils savent ça, donc ils peuvent anticiper, ils peuvent pricer sur ces tweets par rapport aux actes qu'il va poser dans le futur. C'est ce qu'on a vu justement le mardi passé.
où il avait justement, bon, pas mardi, pas ce mardi qui vient de passer, mais l'autre mardi, il avait fait un tweet où il avait parlé justement de, disons, de sanctions, où il allait consacrer, je crois, 100 milliards de sanctions concernant les tarifs avec la Chine. Et il n'a pas, jusqu'à présent, il n'a pas encore mis en place ce plan, d'accord? Mais quand il a mis en place, quand il a fait son tweet, le marché a baissé, on a vu au moins de presque 400-600 points sur le Dow Jones. Donc, c'est-à-dire, s'il advenait qu'il mette ce plan en exécution, bien sûr, on n'aura pas de surprise puisque le marché a déjà pricé cette nouvelle. Donc, c'est un peu ça que je voulais donc mentionner ici. Donc, comme vous le voyez devant vous, le tableau, au niveau des sentiments du marché, en Europe, les indices semblent plutôt ignorer les frappes européennes et qui ont été coalisées en Syrie, un peu à l'image des indices américains, parce que les indices européens, c'est-à-dire l'Eurostock, le DAX, le FTSE, hein, l'indice britannique, sont des indices un peu qui suivent un peu, hein, qui copient, qui traquent les indices américains. C'est-à-dire, par exemple, que quand les indices américains performent, d'accord, quand ils performent, par exemple de 10-20%, les indices européens en général sous-performent en autour de 5 à 10%. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne progressent pas. Ça veut dire qu'ils performent également, mais ils sont toujours en deçà de leurs cousins américains, d'accord? Donc, les indices européens semblent justement sous-performé à cause mais malgré les frappes qu'on a eues en Syrie. Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend typiquement que ils suivent les indices américains. Donc, si les indices américains réagissent brutalement, ou il y a des décalages inattendus sur les indices américains, les indices européens, eux aussi, vont aussi réagir en conséquence. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de réaction? C'est d'abord parce que, étant donné que ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran n'a fait ce qu'on appelle le retaliation et escalation, c'est-à-dire il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu de communiqué là-dessus. Ces pays-là ont juste pris acte qu'ils sont victimes d'une coalition internationale et qui est membre de l'OTAN et ils se préparent certainement à réagir, mais ils ne l'ont pas fait savoir. Donc c'est comme si ils étaient en fait de calmer un peu le jeu, de mettre un peu bas à terre. Donc ça à court terme, hein, à très court terme, juste, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelles, pas de réaction. Le marché l'interprète comme une bonne nouvelle. Hein. Donc, c'est dans cette mesure-là. Parce que si la Chine et la Russie se montrent, bien sûr, incisives et démontrent, en fait, une certaine agressivité, comme l'a fait les Américains et la France et l'Angleterre, vous allez voir on va sentir vraiment le brûler, d'accord? Mais pour l'instant, comme il n'y a pas eu de communiqué, comme il y a un silence plat, on suppose que euh, on suppose que la Chine et la Russie et également l'Iran veulent mettre bas la terre, veulent aller doucement vers la négociation. Mais ça, c'est ce que le marché perçoit. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, d'accord? On ne sait pas ce qui se prépare en coulisses. Donc, tant que ce spectre-là, ce spectre de la menace de rhétorique ou bien de ce spectre de la menace comment je peux dire ça, de possibles représailles, ce qu'on appelle le retaliation, donc le possible représailles, si ce spectre-là continue toujours de planer, vous allez voir que les matières premières, notamment l'or, l'argent et tout ce qui est pair, disons les actifs qu'on appelle les safe assets comme le yen, le Swiss franc, tout ça vont se mettre à décaler de façon spectaculaire à la hausse. D'accord? Donc pour le moment, quand c'est calme, on peut parler d'un appétit pour le risque. Et quand ça commence bien sûr à chauffer, on parle bien sûr d'une aversion pour le risque. Donc en ce moment, tous ceux qui sont riscophobes se manifestent en achetant l'or, les bons du trésor, le yen et ainsi de suite. Donc, voici un peu le tableau qui est devant vous, qui est peint concernant le sentiment du marché. Donc, en Europe, le sentiment du marché est plus ou moins, disons, est plus ou moins neutre, comme aux États-Unis, neutre, voire aussi à très court terme. Le PAP, donc le Purchase Asset Program, c'est-à-dire la politique qui fait partie des Forward Guidance concernant les QE.
QE, QQE, ZERP, NERP, tous ces politiques-là font partie de ce même programme, c'est-à-dire de soutenir l'économie artificiellement. C'est toujours d'actualité en Europe. Je sais que beaucoup de gens sont étonnés probablement en voyant ça parce que on a tous vu que l'année passée, en fin d'année passée, le président Mario Draghi avait démontré une certaine, c'est-à-dire il a tenu 5 conférences en 2017, si je ne me trompe pas. Et les 3 premières conférences, il avait démontré clairement qu'il était vraiment prêt à arrêter le QE de façon progressive. On avait même parlé d'extension, d'accord, d'extension, mais de rétrécissement progressif, d'accord. Et en fin d'année, lors de sa dernière conférence, il a jeté un doute. Il a laissé un doute planer sur la possible fin du QE en faisant savoir que, pardon, il se réserve toujours le droit et le devoir, l'obligation d'intervenir lorsque le besoin se fait sentir, d'accord. Mais en même temps, il a dit que il démontre une certaine fermeté à vouloir vraiment arrêter le QE. Donc ça, vous connaissez un peu le jeu, un pied dehors, un pied dedans, c'est 2 pieds dehors, d'accord. Donc tant qu'on a vraiment cette incertitude, cette incompréhension sur l'arrêt possible du QE, en laissant toujours planer le fait de prolonger, mais de rétrécir la taille de leur bilan et se réserver le droit de pouvoir intervenir si le besoin se fait sentir progressivement, ça met toujours un doute sur le possible frein de l'euro. Parce qu'actuellement, nous sommes à des niveaux disons, assez historiques. On est à peu près à 1,25. C'est-à-dire le niveau historique est à 1,25. La résistance historique qui part depuis 2008, c'est-à-dire depuis la récente crise financière, jusqu'à maintenant, elle a été testée, je pense, 4 fois. Une fois en 2008, une fois en 2011 ou 2012, une fois en 2014. Et puis là, maintenant, on est arrivé encore sur le sommet. Donc, tout le monde attend à ce que l'euro casse. Si l'euro doit casser, ça veut dire qu'il faut que le dollar américain doit être toujours fragilisé, voire baissé, d'accord? Et actuellement, ce n'est pas le cas parce que vous avez vu récemment, la Chine est accusée, ainsi que la Russie, de d'évaluer le yuan. Le yuan et le dollar sont inversement corrélés. Quand on baisse, bien sûr, le yuan, quand on dévalue le yuan, bien sûr, c'est pour lutter contre les tarifs. Les États-Unis sont pratiquement dans l'obligation d'augmenter le taux d'intérêt, d'accord? Et ça, en général, c'est pas bon, d'accord? Voilà pourquoi souvent vous allez voir que quand la Chine fait ça, le président américain n'est pas content puisque la politique du président américain, bien sûr, c'est de maintenir le dollar plus bas afin de contrecarrer non seulement commercialement la Chine, mais aussi d'augmenter son niveau d'exportation. Donc, si la Chine déjà commence à dévaluer sa monnaie couramment, ça veut dire que du point de vue des matières premières et de ce qui est du côté exportation, ça sera réduit du côté des États-Unis. Donc, c'est comme si elle doit tacitement augmenter les taux d'intérêt. Et ça, le président Trump n'aime pas. Voilà pourquoi il a fait sentir ça par Twitter. D'accord? Et de ce point de vue-là, disons que l'euro, hein, disons, suit. L'euro est l'inverse aussi du dollar. Donc, si le dollar se stabilise, l'euro aussi va se stabiliser. D'accord? Mais par contre, si on a une déconvenue sur le dollar, l'euro va progresser. D'accord? Donc, dans ce genre de conditions, il faut rester bien sûr prudent, il faut attendre. Tous les scénarios sont possibles et la politique et la macroéconomie, bien sûr, jouent un rôle très, très important dans l'établissement de la politique monétaire aux États-Unis et l'Europe. Vous n'êtes pas censé l'ignorer. Alors, comment il s'appelle déjà, le William Dudley, donc celui qui est le responsable de la Fed à New York, d'accord? C'est quelqu'un qui a été avant, qui a toujours été hawkish, d'accord? C'est quelqu'un qui a toujours été, même depuis Yellen, il était toujours là. Il n'est pas, il n'est pas vraiment, il ne siège pas parmi les membres votants dans le FOMC, mais il a été le vice-président, ok, du collège des banquiers dans les 12 districts. Donc, William Dudley est quand même important sur la scène de la politique monétaire américaine et il a laissé savoir que lui, il voit en 3 à 4 hausses d'intérêt. Donc, ça vient corroborer, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure concernant
concernant le yuan, d'accord? Donc, quand le yuan se met à déprécier sauvagement sa monnaie, les États-Unis sont obligés de faire remonter le taux d'intérêt. Parce que les Chinois détiennent la dette des Américains, d'accord? Plusieurs milliards, peut-être même ce qu'ils appellent des billions, voilà, des trillions, ou voilà, choses comme ça. Donc, ils détiennent beaucoup d'argent. Donc, les hausses des taux d'intérêt ne sont pas vraiment intéressantes actuellement pour les États-Unis. Même si, techniquement, en économie, quand on augmente les hausses d'intérêt, les hausses de taux d'intérêt, c'est pour, bien sûr, essayer d'atténuer un peu une possible surchauffe, d'accord? Sauf que si elle augmente ses taux d'intérêt, ça va coûter plus cher aux ménages de détenir de l'argent. Le coût de l'argent est plus cher. Et en même temps, si elle déprécie ou bien si elle baisse les taux d'intérêt, ça va également amener encore des situations d'euphorie. Et actuellement, ils ne doivent pas justement favoriser cette euphorie-là, parce que les États-Unis se sont assez gavés comme ça sur les marchés et ils sont vraiment dans une surchauffe, d'accord? Donc, dans les deux cas, c'est pas bon pour eux. Donc, ils sont dans un dilemme, d'accord? Donc, actuellement, il faut vraiment, je pense que Jerome Powell, il n'a pas eu la chance. Son mandat est vraiment, vraiment très, très, très difficile. Contrairement à Madame Yellen, qui avait quand même assez de marge, mais qui n'a pas su faire. Même si dans l'ensemble, elle a fait quand même un bon travail. Mais Jerome Powell est vraiment dans une situation hyper compliquée. Voilà, c'est vraiment très difficile. Donc, ainsi, pour poursuivre donc, ce que je suis en train de dire, donc au niveau de l'Asie, au niveau de l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire tout ce qui est Japon, Australie et puis, euh, disons, Nouvelle-Zélande. Du côté du Japon, j'avais publié un graphique la fois dernière où j'avais montré, bien sûr, le niveau du ratio de la dette PIB et du Japon, d'accord? Et ça, en fait, c'est pour amener en fait les gens à comprendre que le Japon n'est pas dans une logique disons, d'arrêt de QE. Parce que n'oubliez pas, hein, les Japonais ont souffert de la déflation pendant plus de 20 ans, d'accord? Et ils sont en train de, on peut dire, ils sont sortis, hein, de ce qu'on appelle les Abenomics, donc les politiques ultra accommodantes que les Japonais ont adoptées depuis leur déflation des années 90. Ils sont sortis, mais ils y trouvent un confort là-dedans, d'accord? Et aussi longtemps que le yen sera bien sûr, disons, que le gouvernement japonais continuera à imprimer de la monnaie, ça va mettre de la pression sur le yen, ça dévalue le yen, d'accord? Et les indices japonais vont progresser. Donc ça, en général, ça peut s'expliquer soit par le contexte général le contexte global du marché, d'accord? Et puis ça peut s'expliquer aussi par le fait que nous sommes potentiellement à la fin d'un cycle économique, d'accord? Donc, quand on est à la fin d'un cycle économique, les attentes au niveau des performances, soit de la production, sont de plus en plus importantes, d'accord? Donc, c'est difficile de satisfaire le marché par des petites news. Il faut vraiment des grosses news, des gros événements majeurs pour montrer en fait un certain optimisme. Sinon, actuellement, tous les chiffres macroéconomiques qui sont publiés sont généralement bons, que ce soit au niveau de la Chine, que ce soit au niveau des États-Unis, au niveau de la macro. Ils sont tous bons. Mais le biais baissier demeure toujours. Pourquoi? Ben, c'est justement à cause de ce que je viens de vous dire, parce que le contexte politique et géopolitique n'est pas bon. Et puis également, on a en fin de cycle. Donc, quand on a en fin de cycle, on regarde un peu les niveaux en fait des pays. Certains sont, la plupart, les plus puissants sont dans une zone de surchauffe, d'accord, comme les États-Unis, et puis même, je dirais même le Canada, et puis aussi d'autres gros pays sont dans des situations où ils sont hyper endettés. Donc, ils ont besoin vraiment d'avoir vraiment des chiffres assez costauds pour, disons, gérer un éventuel choc macroéconomique, que ce soit positif ou négatif, d'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous laisser savoir. Donc, le reste, vous l'avez à l'écran. Donc, voici un peu de façon globale le sentiment du marché. Donc, en Europe, on est plutôt neutre, d'accord? Neutre, voire haussier. On suit les Américains. Également aussi, le sentiment en Europe, en Amérique, pardon, il est, disons, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, pour le moment, à très court terme, les indices progressent légèrement. D'accord? 1%, 0,5%. Donc, il n'y a pas eu de représailles ou de rhétorique de la part de la Syrie, de l'Iran ou de la Chine.
Donc, du coup, les indices progressent légèrement. L'Asie-Pacifique, bon, le Pacifique, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, eux, ils progressent. Donc, le sentiment est plutôt positif, d'accord? Même le FMI prévoit, bien sûr, une très bonne croissance au niveau de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, donc ce qui est pas un très bon signe pour leur économie. Et puis au niveau des émergents, donc la Russie, la Chine, on est plutôt dans un contexte, bien sûr, géopolitique. Voilà. Donc on va terminer cette émission pour faire le récapitulatif sur les actifs majeurs. Donc au niveau du dollar canadien, donc qu'on appelle le loonie, d'accord, le loonie, euh, le pétrole, la hausse du pétrole favorise bien sûr le dollar canadien et également disons, comment je peux dire ça, la volonté des deux parties, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, qui sont prêts à trouver des compromis. D'ailleurs, le Canada est écarté par des mesures commerciales concernant le NAFTA, hein, et eux aussi les autres traités transpacifiques ou transatlantiques. Le Canada, pour le moment, est mis à l'écart. Donc ça renforce bien sûr la valeur du dollar canadien. Donc il n'y a pas trop de peur en ce niveau-là. Et puis, j'attendais, je vais baisser voilà, mon écran. Voilà. Donc, au niveau également du câble, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est-à-dire le câble, c'est la livre sterling, le pound. Il y a un bon déroulement sur les négociations du point de vue juridique concernant le divorce, c'est-à-dire le Brexit. Donc ça renforce également la Grande-Bretagne. Surtout que aussi cette semaine, il y a beaucoup de chiffres il y a beaucoup de chiffres macroéconomiques sur la livre sterling concernant l'IPC. Il y a aussi les ventes de détail et tout ça. On a vu également les ventes de détail des Américains qui sont sortis quand même pas mal bons. Il y a aussi la confiance du côté des consommateurs également. Donc, il y a une série de chiffres macroéconomiques sur la Grande-Bretagne cette semaine. Donc, ça va attirer beaucoup l'attention, surtout l'IPC, d'accord? Donc, ça, puisque c'est attendu à la hausse, donc ça renforce bien sûr la valeur du GBP. Donc, ce sont les paires actuellement qui sont recherchées, le dollar canadien et le GBP4, d'accord? Au niveau des paires qui ne sont pas du coup recherchées par le marché, c'est le yen et puis le franc suisse. Parce que je vous ai dit qu'actuellement, comme il n'y a pas eu de représailles au niveau global de la Syrie et puis de la Chine et de l'Iran, on voit que tout ce qui est tout ce qui est dénommé actif du risque, hein, tout ce qui est dénommé actif du risque, sont en progression, d'accord? Ils sont en progression et tout ce qui est actifs qui sont considérés comme les safe assets sont plutôt mis à l'écart. Donc voilà pourquoi on a le yen et puis avec également la volonté du gouvernement japonais de favoriser une politique encore ultra accommodante. Tout ça, ça met la pression aussi sur le yen. D'accord. Donc du côté politique comme du côté économique, on a bien sûr des facteurs qui n'arrangent pas une progression du yen, mais plutôt une progression des indices majeurs japonais et également les indices aussi du côté du Pacifique. Voilà. Donc, voilà, donc je crois que vous avez pris connaissance de ce que j'avais à vous présenter. Donc, ainsi s'achève donc cette émission. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous expliquer un peu le contexte global de l'économie. Donc, si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à le faire savoir, à la partager, à la liker. Donc, ça me permet donc de pouvoir continuer ces émissions. Et puis également aussi, ça vous permet aussi de rester dans le fil de l'actualité. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous aurez encore plus d'amélioration dans les présentations. Voilà. Puisque c'est le premier numéro, le premier format que je vous présente. Donc, il y a des choses, bien sûr, qui vont être ajoutées, voire améliorées. Mais l'esprit donc de cette présentation reste toujours, voilà, toujours dans cette cohérence-là. Alors, merci encore d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. Passez un très bon début de semaine. C'était François Ablé, donc du GSTA Canada, 8h10. Merci.